Cette capsule d'information à l'antenne de TVRL vous est présentée en association avec le groupe Savoie, les Résidences Soleil. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sécurité dans les résidences. Parce que vous savez que la sécurité pour les gens du bel âge, c'est très important. Puis nous, on dit souvent aux gens, informez-vous bien s'il y a quelqu'un 24 heures sur 24 à la réception. Parce que si à un moment donné, il y a des gens qui arrivent pour visiter, il faut qu'ils soient reçus, puis qu'ils soient aussi enregistrés. Ça fait que pour nous, la sécurité, c'est très important. C'est la même chose quand vous avez quelqu'un à la réception 24 heures sur 24. Si vous avez un problème dans votre appartement, dès que vous appuyez sur l'intercom, il y a quelqu'un qui va vous répondre. Fait que ça, c'est très important. Et n'oubliez pas de vous renseigner sur tout ce qui a de services dans les résidences. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Vos Finances, produite et diffusée à partir de TVRL, Télévision régionale de Laval, que vous connaissez peut-être depuis un certain temps, surtout si vous habitez Laval. Mais si vous n'habitez pas Laval, vous pouvez écouter quand même cette émission-là sur l'Internet en faisant tvrl.ca. Et là, vous allez sur le site de TVRL. On va vous donner ces informations-là tout au long de l'émission sur une bande passante en bas de l'écran. Alors, vous pouvez toujours rattraper un papier puis un crayon puis noter les informations qui vous intéressent. Alors, on va vous donner également les numéros de téléphone pour communiquer avec nous. Alors, on a changé un petit peu la formule cette année. Si vous êtes avec nous depuis un certain nombre d'années, vous vous rappellerez que l'émission précédente portait sur le 15e anniversaire d'un organisme qui s'appelle le RIAC, le Réseau d'information des aînés du Québec. Alors, on essaie de se coller davantage à l'actualité. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus nous envoyer des questions de l'auditoire. C'est toujours, évidemment, l'élément moteur de cette émission. C'est ça qui nous intéresse le plus. Mais il n'y a pas que ça maintenant. On parle aussi d'un thème. Par exemple, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir M. Jean Mathieu, qui est un gestionnaire privé à la Banque nationale. Maintenant, je dis maintenant parce qu'avant ça, il n'était pas là. Le printemps dernier, la dernière fois qu'il était venu avec nous, il était dans une autre entreprise. Et nous avons à sa droite à lui M. Jean Turcotte, qui est toujours avocat et fiscaliste, directeur de la fiscalité et de la planification d'assurance, sauf que maintenant, il fait ça non plus chez AXA comme il faisait auparavant, mais il le fait à la Sun Life. Exact. Alors, vous avez peut-être compris tout de suite qu'il y a un point commun entre ces deux messieurs. Non seulement les deux s'intéressent au domaine de l'actualité économique et financière, et servent une clientèle là-dedans, mais ils ont fait l'objet tous deux au cours des derniers mois d'un phénomène de fusion-acquisition. Et c'est un phénomène qui arrive de plus en plus souvent. On voit ça dans les journaux. Ça fait les manchettes, évidemment, surtout quand une entreprise comme AXA est achetée par une autre, parce que M. Turcotte ne ratait pas une occasion de nous dire que c'était une des plus grandes au monde dans son domaine. Alors, quand une des plus grandes au monde est achetée par une autre, c'est qui l'autre qui l'achète? Elle est plus grande dans l'univers entier. Mais en fait, AXA était très grand au niveau mondial, sauf qu'au Canada, c'est un joueur, je dirais, de taille moyenne dans le domaine. Okay. Et AXA a été acheté par la compagnie Intact, en assurance de dommages. Alors donc, dans l'assurance de dommages, précisez-vous, dans le domaine des assurances, il y a deux grands domaines. Il y a les produits d'assurance de personnes, l'assurance vie, par exemple, et puis il y a l'assurance des biens, notamment l'automobile et l'habitation. Et donc, si j'ai bien compris ce que vous dites, AXA était un joueur qui se considérait trop petit au Québec pour avoir un impact. Donc, ils ont décidé de vendre leur portefeuille aussi bien de produits d'assurance de personnes que de produits d'assurance de biens. En fait, la décision venait de la France et ce que j'ai cru comprendre de cette décision-là, c'est qu'AXA France a décidé de vendre AXA Canada, puisque Intact a fait une offre suffisamment alléchante à AXA Monde pour que AXA Monde décide de vendre la division canadienne. Oui. Donc, c'est la division canadienne qui a été vendue au complet à Intact, le nouveau groupe, une compagnie qui est cotée à la bourse. Et ce qui a fait en sorte que la compagnie AXA
théoriquement, aujourd'hui, n'existe plus au Canada telle qu'elle existait avant juin 2011. Intact, c'est cette compagnie qu'on voit beaucoup faire de la publicité à la télévision. C'est les 3 avions qui se croisent là. C'est une compagnie de Toronto. Exact. Elle-même, c'est une ancienne filiale de ING, si je me rappelle bien. Tout à fait. Il y a quelques années, c'était la filiale d'assurance de biens de ING. ING et groupe... Ça venait de Bel Air, Groupe Commerce et Bel Air. Exact, à Saint-Hyacinthe, si je me souviens. À Saint-Hyacinthe, des compagnies d'ici. Absolument. Mais des compagnies qui étaient trop petites, elles aussi, pour avoir un impact considérable sur les produits ou les tarifs, par exemple. Alors donc, le groupe Commerce, les propriétaires du groupe Commerce et de sa filiale Bel Air ont décidé de vendre ça parce qu'ils avaient reçu de ING une proposition qu'ils ne pouvaient pas refuser, donc ils l'ont accepté. En fait, j'étais pas là à l'époque. Je présume que c'est ce qui est arrivé. Et dans la même ordre d'idée, Intact est né de cette entité-là. Et Intact a acheté AXA en juin 2011. Et donc, ce qui a fait en sorte que la compagnie AXA, aujourd'hui, au Canada, comme je le disais, théoriquement, n'existe plus. C'est Intact qui a pris la relève, en fait, qui a acheté des actifs et des actions d'AXA. Anciennement de Commerce et de Bel Air, sa filiale Internet. Et maintenant, ils viennent de faire la même chose, mais avec AXA. Avec AXA, tout à fait. AXA, pour les mêmes raisons ou à peu près, a décidé de vendre ses 2 portefeuilles d'assurance de biens et d'assurance de personnes au Canada. De concentrer ses énergies ailleurs dans d'autres domaines ou dans d'autres marchés. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vendu, si je me souviens bien, pour 2,6 milliards AXA Canada. Et Intact a acheté AXA au complet et a revendu, en fait, la division d'assurance de personnes à groupe SSQ de Québec. Okay. Donc, c'est ce que... Donc, c'est pas des compagnies récentes, des jeunes compagnies qui sont nées de génération spontanée. C'est des compagnies qu'on connaissait ici, mais sous d'autres noms. Exact. Et là, c'est acheté, puis il y a eu des regroupements. Exact, tout à fait. Alors, M. Mathieu, vous avez assisté dans votre carrière à quelques fusions, acquisitions comme ça. Et dans certains cas, vous étiez du côté des acheteurs. Là, cette fois-ci, vous êtes plutôt du côté des vendeurs. Mais sauf erreur, vous étiez un des actionnaires importants aussi de votre ancienne entreprise qui s'appelait comment déjà? Montrosco Bolton. Qui venait elle-même de la fusion de Bolton et de Montrosco. Exact. Alors donc, c'est une période de fusion-acquisition qui est assez prospère actuellement. Donc, Montrosco Bolton, à son tour, a décidé de se vendre. Seulement la division de gestion privée. Mais qu'est-ce qui est le côté institutionnel, non, mais juste pour ce qui est le particulier, si vous voulez. Donc, vous continuez encore de gérer des portefeuilles qui vous viennent notamment du réseau de la Banque nationale et des autres filiales? Oui, mais dire que notre rôle, notre premier rôle, c'est parce que Montrosco a vendu à la banque, mais est demeuré gestionnaire pour une période d'au moins 5 ans. OK, une période de transfert pour que ça se fasse de façon harmonieuse. C'est ça. Il demeure le gestionnaire, puis si, disons, au bout de 5 ans ou avant, le Montrosco n'est pas à la hauteur, mais à date, ça va très bien. Il continue à gérer les portefeuilles des clients. OK. Par contre, les clients ont un choix plus grand parce qu'on offre une multigestion, alors il y a un choix plus grand de gestionnaire s'ils le désirent. Sinon, je vais vous poser une question indiscrète. Oui. Quand il y a un petit nombre d'actionnaires dans une compagnie, une petite compagnie, souvent, quand vient le temps de vendre ou de passer la main à quelqu'un d'autre, à une succession, il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Est-ce que vous étiez d'accord avec cette vente-là? Ce qui s'est produit, c'est un peu avec la normale des choses, c'est que lorsque, disons comme gestionnaire, on regarde toujours pour le bien de nos clients. Oui. Et on sait que depuis une dizaine d'années, les banques regardaient beaucoup le côté de la gestion privée, mais au début, ils n'offraient pas la performance, n'offraient pas la gamme de produits qu'ils offrent aujourd'hui. Mais graduellement, avec les années, ils se sont formés, ils ont offert... Ils ont développé ce secteur-là. L'expertise. Et là, ça devenait intéressant pour vous parce que vous avez une gamme de produits plus vaste à offrir à vos propres clients. C'est ça. C'est exactement le but c'était dans le but pour nos clients. C'est que on avait le bien d'abord de nos clients, c'était ça qu'on recherchait. Et deuxièmement, le réseau des banques est beaucoup plus facile à aller chercher des nouveaux clients. Et
nous autres, c'était plus difficile. Alors, il y avait plus de compétition, puis les banques gagnaient plus facilement les nouveaux clients potentiels. Les banques, c'est des gros joueurs majeurs comme des joueurs de hockey de la Ligue nationale. C'est ça. Vous étiez un petit joueur junior. C'est ça. Nous mettons. autres, on offrait la performance, une bonne performance, en accord avec le Mais risque vous n'aviez des pas clients. le gros volume d'une banque, évidemment. Et ce qui Et nous tous manquait, les services offerts par une banque. c'est tous les services connexes comme, je sais pas, planification financière, planification successorale, à très peu de frais. Et puis ensuite, préparation testamentaire, l'assurance, tout ça. Alors, toutes sortes de produits connexes à prix réduit pour nos clients. Alors, c'est très intéressant. C'est un peu l'offre globale que la C'est banque ça. vient faire. Un des mottos de la Banque nationale, c'est un client, une banque. Et OK. puis, dans la mesure du possible, Quand on vous avez un circoncis client, toutes les lui trous. offrez toute la gamme possible et imaginable des services financiers personnels et Exactement. familiaux. C'est ça, exactement. Dans votre cas, à vous, M. Turcotte, vous avez décidé de ne pas suivre vos collègues qui sont partis ou bien chez Intac ou bien chez Exact. Mutuelle SSQ pour l'assurance des personnes. Exact. En fait, moi, ce que je recherchais, c'est une compagnie qui avait une solidité importante, qui avait un marché niche dans laquelle j'œuvrais. Et comme avocat fiscaliste, Sun Life était la compagnie tout désignée avec laquelle je pouvais m'associer. Et dans ce contexte-là, pour moi, c'était un peu un mariage évident, là. Alors, c'est pour ça que j'ai joint les rangs Une de la Sun compagnie Life. peut-être même avec laquelle vous étiez à l'occasion en compétition sur certains Ça dossiers. pouvait, à l'époque, sur certains dossiers, être en compétition. Et c'est souvent comme ça qu'on apprend à connaître des collègues et des produits d'une compagnie concurrente. Exact. Donc, mais je savais par définition que Sun Life avait des produits extrêmement compétitifs et des produits qui justement collaient à ma réalité, puisque j'œuvrais dans un marché spécifique et niché. Donc, je savais en allant chez Sun Life que j'allais retrouver ces produits-là qui étaient complémentaires aux services que je pouvais offrir à ma clientèle, aux clients que je pouvais servir. Donc, c'était un mariage, comme je vous disais, qui était un peu naturel, là. OK. Et on va quand même revenir à un élément fondamental de cette émission depuis plusieurs années. Vous continuez dans vos deux emplois nouveaux, de continuer de suivre de près l'actualité économique et financière. Est-ce qu'au cours des dernières semaines, des derniers mois, vous avez vu des éléments qui ont retenu particulièrement votre attention et dont les gens qui nous font le plaisir de nous écouter pourraient tirer profit? Bon, donc, ce qui est évident de ce temps-ci, si vous adressez la question à moi, c'est que c'est pas de l'économie qu'on fait, on fait de la politique. Plus de la politique. Que toute autre chose, je vais aller rapidement, là, mais disons, aux États-Unis, on voit que même, disons, le comité spécial pour trouver une solution dans le budget, épargner des trillions de dollars pour les prochains 10 ans entre les républicains et les démocrates ne s'entendent pas encore. Même en année électorale, parce qu'il y a des élections qui s'en viennent à l'automne, sauf erreur. Et c'est exactement. Puis en novembre 2012, et du côté tant démocrate que républicain, c'est l'affrontement. Il se passe pas grand-chose, malheureusement. Et si on s'en va en Europe, bien là, c'est une situation qui est différente. C'est qu'on a l'euro, il y a 17 membres. Et puis ces 17 membres-là sont, comment je dirais, sont pas tous unanimes dans les mesures qu'il faut pour, disons, entre guillemets, sauver l'Europe ou sauver la Grèce ou aider à l'Italie ou aider à l'Espagne. C'est ce qui se passe actuellement, c'est on donne en Europe, avec l'Union européenne, des gouttelettes dans un verre. Et il faudrait verser le verre au complet parce qu'on a en Europe la possibilité de, disons, réorganiser l'euro pour qu'il soit viable et faire Non fort. pas retirer l'euro, mais l'organiser sur une nouvelle base, puis éventuellement mettre des conditions d'admission et des conditions de maintien dans l'euro. Des conditions beaucoup plus sévères qu'actuellement. Elles y étaient, mais ces conditions y étaient, mais elles n'étaient pas respectées. Donc, il faut avoir la discipline de les faire respecter. Et il faut que les pays qui veulent en faire partie prennent des engagements fermes de les respecter.
Ça peut vouloir dire renoncer à une partie de leur souveraineté éventuellement, c'est-à-dire faire adopter les grandes lignes de leur budget avant même de les proposer à leurs propres élus, à eux autres, à l'intérieur. Et non seulement ça, mais que même l'opposition soit d'accord, parce que c'est quelque chose... et là, je veux vous dire que je pense que notre commanditaire nous fait signe qu'il faut faire une pause. Alors, on va aller faire cette pause et on va revenir dans quelques instants pour poursuivre cette discussion sur les grands éléments de l'actualité économique et financière et essayer de vous expliquer comment vous pourriez en tirer parti éventuellement. Dans quelques instants. Alors, nous sommes au deuxième bloc de cette émission, maintenant toujours en compagnie aujourd'hui de M. Jean Mathieu, donc gestionnaire privé à la Banque nationale. M. Mathieu, ça fait quoi de la gestion privée par rapport à de la gestion publique? Donc, c'est une classe fortunée, très fortunée. Des portefeuilles un peu plus gros qui permettent des stratégies un peu plus complexes dans certains cas. Exactement. Notamment des stratégies de planification financière et fiscale successorale. C'est ça. Surtout successorale, disons, pour des petites et moyennes entreprises. Des gens qui viennent pour passer la main à l'autre génération d'après. Transfert d'entreprise, c'est ça. Des transferts d'entreprise, entre autres. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la banque accompagne beaucoup de PME. Beaucoup de PME. Et quand il se produit des problèmes comme ça, bien, vous les refilez à vous autres. C'est ça, mais c'est pas des problèmes, c'est des accumulations de richesses ou des transferts de richesses qui doivent se faire. Et puis, nous, on est participants ou preneurs dans ces transferts-là pour aider les générations, le transfert Mais de tout le monde générations. n'est pas nécessairement d'accord sur la façon de transférer ça, surtout quand on parle de familles reconstituées, là. Et ça existe de plus en plus maintenant, pas seulement au Québec, mais dans l'ensemble du Canada. Parce que la Banque nationale, c'est pas juste au Québec, même c'est principalement au Québec. C'est présent aussi dans le restant du Canada. Oui, et surtout avec les deux dernières acquisitions qu'ils ont fait, là, Wellington West et puis HSBC, là, elle porte davantage son nom, la Banque du Canada, Banque nationale du Canada. Et non pas Banque nationale du Québec, là. Exactement. Comme certains aiment la confondre avec un autre nom. C'est ça. Et, disons, elle a une charte, évidemment, une banque, une charte fédérale. Tout à fait. Ça relève du gouvernement fédéral. Exactement. Bon, mais la gestion privée, c'est pas le contraire de la gestion publique. Autrement dit, la gestion publique, ça reste l'affaire des gouvernements. Vous, c'est simplement l'argent des familles que vous gérez. Exactement. Des individus et des familles. C'est ça, avec des patrimoines. Avec des patrimoines familiaux. Des portefeuilles habituellement de quoi? 1 million et plus. 1 million et plus? Parce que sans ça, vos honoraires seraient trop élevés pour les services que vous pourriez rendre? C'est-à-dire que pour que les services qu'on rend, parce qu'on rend tous les services connectés, là, comme je vous disais tantôt, assurance, disons, planification financière, testamentaire, testament, assurance, etc., c'est fait par des experts. On a parmi nous autres, on n'a pas M. Turcot, mais on a d'autres personnes qui sont des grands spécialistes et ça travaille par centre. Et il y a 5-6 spécialistes sur un dossier dans un domaine très pointu. Alors, disons qu'il y a un très bon travail d'équipe. Il y a différents aspects à regarder avant de se prononcer. Exactement. Et puis, de bien comprendre la situation du client et de voir aussi les options qui lui sont offertes. Et quels sont ses objectifs à court terme, moyen terme, long terme? Exactement. Et c'est très bien défini. Et c'est un processus que les clients qui s'y prêtent, parce que c'est en option, sont généralement très satisfaits. Très, très satisfaits. S'ils prêtent, vous dites? Ils vont dans ce processus-là, non seulement faire la gestion de leur portefeuille selon les risques et les expectatives qu'ils désirent avoir, mais tous les autres services qui sont connexes alentour de ça. Comme je vous disais, planification financière, planification successorale. Donc, ce sont des individus et des familles plus riches habituellement que la moyenne des autres, très souvent des gens en entreprise. Oui, c'est ça. Et puis, mais qui ont aussi un niveau de connaissance de l'investissement un peu plus élevé que la moyenne des autres. Là. Oui, et on a à cœur de bien les éduquer ou à faire
nous ont donné les derniers renseignements parce que dans toutes les planifications, les lois changent et puis des fois, c'est pas des grands changements, mais quand même, il faut aller C'est des petits changements, mais des petits changements sur des sommes d'argent considérables, ça peut faire des grosses différences à la fin de la journée, comme on dit. C'est ça, parce qu'il y en a beaucoup de ces gens-là qui ont comme exemple des condos aux États-Unis ou qui sont dans... Ou qui sont en acheter. C'est ça, des snowbirds, ces choses-là. Alors, il y a toutes des planifications qu'il faut faire. Ou qui ont des investissements privés dans d'autres petites entreprises. Oui, c'est ça. Disons qu'il y a autant de particularités qu'il y a de gens, ou presque, à ces niveaux-là. Vous avez parlé de M. Turcotte. M. Turcotte est considéré comme un des bons dans son domaine, évidemment, en fiscalité, en loi fiscale. Un fiscaliste, c'est pas nécessairement un comptable, là. Il y a des comptables qui sont fiscalistes, puis il y a des fiscalistes qui sont comptables, mais c'est pas automatique, là. Un fiscaliste, c'est quelqu'un qui est spécialiste dans les lois fiscales. Alors, ça peut être aussi un avocat, ça peut être aussi un notaire, en plus d'être, bien entendu, un comptable très souvent. Alors donc, il ne faut pas confondre les termes, là. Et M. Turcotte, dont j'ai entendu parler récemment, est considéré effectivement comme un des bons dans son domaine, mais c'est pas le seul, Dieu merci. Sinon, cet homme-là serait débordé d'ouvrages et il y a seulement que 24 heures dans une journée pour lui, comme pour vous, comme pour moi, comme pour tout le monde. Alors donc, M. Turcotte, vous êtes, vous, avec la Sun Life, a-t-on dit tout à l'heure? Exact. Donc, en fait, moi, mon rôle, c'est de travailler plus spécifiquement avec les conseillers financiers de la Sun Life, un peu comme j'en fais pour des clients qui ont des besoins bien spécifiques, que ce soit des besoins en assurance vie ou en assurance accident maladie ou souvent en planification successorale, où il y a des cas où il y a des besoins de planification fiscale importants, que ce soit un transfert d'entreprise, que ce soit une planification successorale avancée, que ce soit une planification testamentaire. Donc, ces gens-là ont des des problèmes souvent de transmission de patrimoine ou des problèmes de réduction de fardeau fiscal. Et là, c'est là que mon rôle entre en ligne de compte, c'est-à-dire de trouver des solutions financières pour faire en sorte que ces gens-là optimisent leur situation fiscale. Alors, j'ai une question justement pour vous, si vous permettez, messieurs. Il y a un monsieur qui m'a appelé cette semaine et qui me dit, moi, j'ai travaillé dans une grande entreprise, j'avais un bon fonds de pension. Quand j'ai quitté, j'étais encore relativement jeune. J'avais le droit d'amener mon fonds de pension, mais on m'a pas permis de mettre ça dans un réel, j'ai été obligé de mettre ça dans un CRI, un compte de retraite immobilisé. Exact. Puis il dit là, ben je refais mon budget régulièrement avec mon conseiller financier. Puis je me trouve dans la situation où je vieillis, évidemment, comme tout le monde. Puis il dit, si ça continue comme ça, là, je vais mourir en laissant de l'argent dans mon CRI. C'est la dernière chose que je voudrais faire. Alors, qu'est-ce que vous suggérez à des gens comme ça, qui ont des gros réels transférés en fer, éventuellement à 72 ans, mais là aussi, pour ne pas laisser d'argent là-dedans, pour ne pas survivre à ça. Et on soulevait ce genre de problème-là, bien entendu, dans la presse en fin de semaine, peut-être que vous avez lu l'affaire. Le monsieur, lui, il a pris 25 000 $ dans son REER, mais il a acheté sa maison, il était déjà assez âgé. Et puis là, il risque de se ramasser à 71 ans quand il va être obligé de transférer son REER en fer et commencer à faire des retraits en fonction du fer. Là, en plus de ça, il va être obligé de continuer de verser des remboursements, évidemment, pour son RAP, son régime d'accession à la propriété. Sauf qu'il y a un problème dans ce cas-ci, André, c'est qu'on ne peut pas rembourser dans un fer, le RAP. Ça se fait pas. Parce que, donc, il faut que ça soit remboursé avant de transférer, exactement. transférer le REER en fer. Ou malheureusement, on va inclure dans le revenu le montant, la portion qui n'a pas été remboursée. À chaque année, donc, ça va sur lui 15 faire... ans, là. Donc, essentiellement, faire des RAP là, dans la 60-65 ans ou même dans la soixantaine, c'est pas idéal comme stratégie, considérant qu'à 71 ans, on est obligé de, au 31 décembre de notre 71e année, on est obligé de transférer notre REER en fer. Donc, ça, c'est une stratégie, à mon sens, qui devrait peut-être être réévaluée, là, en fait. Ou, en fait, c'est pas une stratégie que je suggère. Dans l'autre cas où monsieur a un fonds de pension qui est transféré dans un CRI, forcément, si l'individu a 71 ans, on présume que c'est un FRV, un fonds de revenus viagers, donc on doit sortir en fonction de certains paramètres. Qui est l'équivalent du FER pour un réel d'une certaine manière. Il y a un minimum et un maximum en fonction de certaines balises. Effectivement, si notre personne a un FRV important, bien, il est possible qu'à son décès, il y ait encore des sommes qui soient accumulées dans ce régime-là. Or, ce qui peut être fait, c'est de transférer au décès le régime, par exemple, au conjoint en roulement. Oui. Donc, ce qui fait qu'on
fait un roulement fiscal, donc on reporte la facture fiscale au décès du deuxième conjoint. Alors là, si notre deuxième conjoint nous survit pendant un certain temps, ben, peut-être il y aura encore quelques années pour épuiser ces épargnes-là qui ont été accumulées pour la famille et non pas pour le fisc, évidemment. Mais c'est un beau problème en soi. C'est un beau problème en soi. L'inverse est plus problématique. Et il y a toujours moyen aussi peut-être d'éviter de payer la facture fiscale en la faisant payer par un assureur. Exact, tout à fait. Si, par exemple, au deuxième décès, il existe des polices d'assurance-vie qu'on appelle polices payables au deuxième décès, qui vont faire en sorte que si on a une charge fiscale qu'on veut faire payer par l'assureur, bien, on prendra une police au deuxième décès qui va couvrir cette portion-là d'impôts à payer. Donc ça, c'est une stratégie. Il y a même des polices d'assurance, me dit-on, qui vous garantissent un minimum d'années de versement, 10 ans, 15 ans, 20 ans, par exemple, de sorte que même quand le deuxième conjoint est décédé, au cas où les deux décéderaient, par exemple, dans le même accident, bien là, on va continuer de payer, mais aux héritiers à ce moment-là. Là, vous parlez de rente, peut-être? On parle de rente. Oui, exact. Au niveau des rentes, il existe des rentes où, effectivement, où on a des périodes garanties, ou même quand il y a des décès simultanés, on va soit actualiser le montant de la rente ou continuer à la verser à la succession. Ça, c'est d'autres stratégies financières qui existent, effectivement, pour les gens qui ont ce genre de véhicule financier. Et ça, c'est votre boulot à vous de trouver la meilleure stratégie dans chacun des cas. Et vous faites la même chose, j'imagine, M. Mathieu, chez vous aussi. Oui, il m'a dit que c'est pas moi qui est l'expert dans ces domaines pointus. Mais vous travaillez avec des équipes où il y a des spécialistes. Exactement, comme chez M. Turcotte, là, chez M. Jean, à côté de moi. Actualiser, ça veut dire calculer actuellement ce que vaut, par exemple, un montant d'argent que vous avez mis dans une rente ou dans un régime quelconque. Vous me disiez tout à l'heure qu'avec le CELI, il pouvait avoir une attrape aussi à quelque part, là. Avec le CELI, bien, en fait, le CELI, c'est un autre véhicule. La différence du CELI avec les REER, c'est qu'il n'y a pas de déduction fiscale. C'est un régime d'accumulation d'épargne à l'abri de l'impôt. Mais il n'y aura jamais d'épargne sur ces montants d'argent-là. C'est-à-dire qu'on épargne de l'argent à l'abri de l'impôt pendant un certain nombre d'années. Sur les rendements procurés par ces sommes d'argent. Bien, les rendements se cumulent à l'abri de l'impôt tant qu'ils sont dans le CELI. C'est-à-dire que quand on va sortir l'argent du CELI, contrairement au REER, il n'y a pas d'impôt à payer. C'est ça. Sur le CELI. Alors ça aussi, c'est un élément important dans une planification, à savoir que lorsqu'on va sortir de l'argent de notre CELI, bien, c'est un argent qui va être libre d'impôt. Et là, à partir de janvier prochain, à 5 000 $ par année, ça a été lancé en 2009. Cette affaire-là, on va être rendu à 20 000 $ par personne de 18 ans et plus dans une famille. Tout à fait. Moi, je pense, André, que c'est un véhicule qui est peut-être sous-exploité. Évidemment, ce qu'on nous dit souvent, c'est que les gens ont peut-être d'autres priorités, hein, l'hypothèque, l'épicerie, les études des enfants ne sont peut-être pas terminées. Exact, je comprends bien, sauf qu'à mon sens, c'est un véhicule qui mérite toute son attention. Sauf que, encore une fois, ça a été créé pour les gens qui ont commencé à mettre de l'argent il y a longtemps dans le REER et que ça s'est accumulé depuis longtemps. Un des défauts du CELI, me dit-on, c'est qu'il est mal connu encore. Il y a des gens, par exemple, qui confondent ça avec un guichet automatique. Je peux mettre de l'argent, je le retire, je le remets, je le retire, je le remets, je le retire. Puis là, je reçois une facture fiscale comme on a vu à la télévision récemment. Mais vous savez que même dans un REER, ça, c'est des choses que souvent les gens ignorent. Les gens qui font beaucoup de transactions, des transactions répétées, continues, fréquentes, sans rentrer dans les détails fiscaux de tous les critères nécessaires, mais quelqu'un qui fait des transactions régulières, fréquentes, avec une intention d'en tirer, à la limite, un revenu d'entreprise, ça peut même être taxé dans le CELI et à la limite même dans un REER. Parce que ça ne serait pas considéré comme des épargnes destinées à la retraite, mais un commerce, tout simplement. Donc taxable. On achète des actions, puis on les revend. On les revend, on les achète, on les revend, on les achète avec une intention d'en tirer un revenu constant, régulier. Est-ce qu'il y a des règles fiscales précises là-dessus? C'est des critères qui ont été établis par la jurisprudence au fil du temps. OK. On doit s'arrêter à nouveau. Oui. Bon, ben alors on va y aller à nouveau, faire une brève pause pour vous revenir dans quelques instants, en compagnie de M. Jean Mathieu, gestionnaire privé à la Banque nationale, et de M. Jean Turcotte, avocat et fiscaliste, directeur de la fiscalité et planification en assurance, maintenant à la Sun Life. Donc, deux personnes qui ont changé de boulot, qui ont changé d'employeur en quelque sorte, ou d'entreprise au cours des derniers mois. M. Mathieu, c'était le printemps dernier. M. Turcotte, c'était il y a quelques semaines, 2 mois à peu près. Exact. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, M. Turcotte, vous qui êtes avocat et fiscaliste? Moi, par exemple, j'ai une police d'assurance avec votre ancien employeur.
Là, maintenant, j'imagine que ça a été vendu à la mutuelle SSQ. Donc, c'est la mutuelle SSQ qui a acheté pas seulement que les cotisations. Pas seulement que les primes, mais acheter aussi les contrats et les obligations qui vont avec financières et juridiques qui viennent avec. Donc, normalement, pour les dizaines ou les centaines de milliers de personnes qui nous écoutent, il ne devrait pas y avoir de problème. Aucun problème. Quand il y a une fusion-acquisition, c'est la même chose pour vous. Les clients que vous aviez, s'ils ont décidé de rester avec vous, ils vous ont suivi, mais maintenant, votre bureau est changé de place, vous êtes chez un nouvel employeur, mais vous leur offrez toujours exactement le même service, sauf que même la gamme de services est peut-être un peu plus large. Et plus étendue, Voilà. les services connexes. Oui. Alors, si vous n'avez pas eu l'occasion de leur parler depuis un petit bout de temps, ça ne serait pas une mauvaise idée qu'ils vous donnent un coup de téléphone pour voir qu'est-ce que vous pouvez leur offrir en plus des services que vous aviez auparavant. Oui, mais ça, c'est déjà fait. On est entré en communication quelques fois. Une des premières choses que vous avez faites, ça a été d'appeler vos clients, bien entendu. Et les rencontrer. Et j'imagine que c'est la même chose pour M. Turcotte. Disons qu'effectivement, il y a quelques conseillers qui ont entré en contact avec moi. Évidemment, à la SONEF, il y a déjà une bonne base de conseillers financiers. Tout à donc, fait. le boulot est quand même, là, il y a beaucoup de boulot quand même, là. Donc, ça, pour moi, ça cause aucun problème, là. Et vous avez une présidente très dynamique. Exact, tout à et fait. une dame d'ici, c'est Mme Hudon, Isabelle Hudon. Tout à fait. L'ancienne présidente de la Chambre de commerce de Montréal, bien Exact. connue dans les médias ici au Québec. Tout à fait, absolument. Et c'est une des raisons pourquoi on l'a engagée d'ailleurs. Bon, s'arrêter. alors voilà, là, on me fait des menaces que si on ne la fait pas, cette coupure et cette pause, pour enchaîner avec le troisième bloc, on va me débrancher tout simplement. Alors, on va revenir dans quelques instants. Alors, nous voilà de retour pour le troisième et avant-dernier bloc de cette émission, qui n'est plus essentiellement consacré, comme les années précédentes, aux questions qui venaient d'auditoire, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus envoyer de questions. Pour communiquer avec nous, vous avez cette bande passante au bas de l'écran tout au long de l'émission qui vous donne nos numéros de téléphone. Alors donc, pour communiquer avec moi, vous faites le 514-931-0746, 514-931-0746, ou alors vous appelez à TVRL, qui signifie Télévision régionale de Laval. Vous communiquez avec nous donc en faisant le numéro 450-973-8005-8005 et on va vous dire comment faire pour me joindre. Vous pouvez également regarder ces émissions même si vous n'êtes pas de Laval parce que c'est d'abord diffusé à Laval à 9h le samedi, à 10h le lundi et à 9h à nouveau le mercredi. Et les gens qui ne sont pas de Laval ou qui voudraient revoir certaines de ces émissions plus souvent encore, vous pouvez toujours faire tvrl.ca. Là, vous allez sur le site de TVRL. On va vous donner la grille horaire. Vous choisissez l'émission Vos Finances. Et dans l'émission Vos Finances, on va vous donner toute la liste avec les dates à côté. Et même les anciennes émissions des années précédentes ont été envoyées dans ces archives-là. Et une fois qu'elles ont été diffusées en direct ici, à Laval, 2 semaines après, vous pouvez les retrouver aux archives ensuite de ça, donc si vous voulez. Et on parle pas, c'est pas une émission d'affaires publiques ici. On discute pas, par exemple, est-ce que le gouvernement Charest a bien fait d'attendre aussi longtemps pour aller finalement faire quelque chose dans le domaine de la construction. On s'en fout de ça. Il y a des émissions d'affaires publiques qui s'occupent de ça sur une base quotidienne. À TVRL et sur à peu près toutes les postes de télévision. Nous, on est plutôt une émission de service public. On essaie de vous donner de l'information utile et pratique. Alors, si vous êtes des spécialistes dans le domaine qui nous intéresse de la gestion, donc, et de l'amélioration des finances personnelles et familiales, et vous avez des suggestions, des propositions à nous faire, vous pouvez toujours nous appeler pour nous les suggérer également. Ça nous fera toujours plaisir, bien sûr, et peut-être même de vous accueillir éventuellement. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de M. Jean Mathieu, encore une fois, gestionnaire privé à la financière Banque nationale, qui était auparavant chez Montrosco Bolton, qui faisait de la gestion privée. Montrosco Bolton était acheté par la Banque nationale pour compléter donc son nombre de spécialistes. Et ça permettait à ces spécialistes-là, comme M. Mathieu, d'élargir la gamme de services qu'ils pouvaient désormais offrir à leurs clients. Et dans le cas de M. Turcotte, c'est une grande compagnie européenne qui s'appelait Accent Compagnie d'assurance, donc assurance de biens, assurance de personnes,
Ils ont vendu les 2 portefeuilles, dans un cas, à Intac Assurance, pour ce qui est de l'assurance des biens, donc les automobiles, les résidences, etc., la responsabilité des individus. Tout ça, c'est Intac qui a acheté ce portefeuille-là. Intac, c'est la compagnie de Toronto que vous voyez dans à peu près toutes les émissions de télévision, y compris le Canadien. Je me demande qu'est-ce qu'il fout là, mais enfin. Alors, vous avez une publicité qu'on voit partout, donc vous avez des avions qui se croisent, c'est elle, cette compagnie-là. C'est une compagnie publique elle-même, elle est inscrite à la bourse. Vous pouvez peut-être même acheter ses actions, mais avant de faire ça, consultez un conseiller financier qui verra si ça a vraiment sa place dans votre portefeuille. Et puis donc, ça, c'est pour l'assurance des biens. L'assurance des personnes, c'est la mutuelle SSQ. Me dit-on, un vieux conseiller en assurance que je connais intimement depuis une 50aine d'années, m'a dit que c'était une des meilleures compagnies. Il dit, ça a été vendu, mais pas n'importe qui, parce que quand une compagnie veut fusionner avec une autre, elle regarde avec qui elle veut se marier, surtout si elle veut rester en affaires encore longtemps. Alors donc, semble-t-il que SSQ, Mutuelle SSQ, dont on voit aussi beaucoup de publicité à la télévision, elle a acheté le portefeuille d'assurance de biens, d'assurance de personnes, donc de AXA, qui était une des plus grandes au monde. Mais une des plus grandes au monde, ça ne veut rien dire encore. Parce qu'il y a des géants au Japon, par exemple, ou ailleurs en Asie, puis il y en a en Europe aussi, en Allemagne notamment, des compagnies d'assurance gigantesques, à côté desquelles nos compagnies à nous, ici, qui paraissent des grosses compagnies à l'échelle canadienne, c'est la même chose pour les banques. Nos banques ici, à l'échelle canadienne, on parle des 6 grandes banques, mais elles ne sont pas si grandes que ça si on les compare avec des banques américaines ou des banques asiatiques ou des banques européennes, par exemple, on se rend compte qu'elles sont relativement petites. Alors souvent, dans un marché, une compagnie, une banque ou une compagnie d'assurance se rend compte qu'elle est grande à l'échelle mondiale, mais dans un marché en particulier, elle est relativement petite et elle a les mêmes frais que les autres pour les informatiques et autres services comme ça qu'elle doit offrir à sa clientèle. Alors, on décide parfois de fusionner ou de s'échanger des portefeuilles. Tu prends celui-là, puis moi, je vais te prendre celui-là. Alors, donc, c'est des choses qui se produisent régulièrement. Pour les personnes concernées, comme vous, évidemment, ça peut apporter des changements de carrière ou ça peut apporter des changements d'employeur. Mais pour les gens qui nous écoutent et qui ont des contrats avec ces compagnies-là habituellement, ça ne change strictement rien, M. Turcotte, parce que la compagnie, elle n'achète pas simplement les primes qui vont venir. Elle achète aussi les contrats et les responsabilités qui vont avec. Exact. Donc, Jean Turcotte est toujours avocat et fiscaliste, directeur de la fiscalité et de la planification en assurance, mais maintenant à la Sun Life et non plus chez AXA Assurance, comme il était depuis qu'il venait ici. Ça faisait déjà 3 ou 4 ans qu'il nous faisait le plaisir de venir faire son tour 2, 3 fois, 3, 4 fois par année chez nous. Et M. Mathieu, c'est la même chose. Lui, il était chez Montrosco Bolton et maintenant, il fait toujours de la gestion privée, mais il fait ça plutôt à la Banque nationale. Alors, voilà donc, c'est ça qui nous amène à choisir des sujets, des thèmes parfois pour vous expliquer donc des choses qui se passent dans l'actualité économique et financière. Il se passe des choses également importantes, des fois, au niveau des compagnies, et on a l'impression que ça ne nous touche pas directement, mais ça nous touche. Parce que moi, personnellement, j'ai un contrat avec la compagnie AXA, et ça m'intéresse de savoir est-ce que mon contrat il est aussi bon. Alors, je peux toujours appeler mon courtier d'assurance et il va me rassurer à cet effet. Et s'il ne me rassure pas, bien là, ça sera peut-être le signal qu'il faudrait que je regarde ailleurs, que je commence à regarder d'autres choses, peut-être. Mais en principe, votre courtier devrait vous rassurer. Si ce n'était pas le cas, je vous suggère d'appeler directement la compagnie elle-même, qui, elle, va vous rassurer sur la finalité de votre contrat et la suite des événements. Et comme je vous disais précédemment, normalement, dans à peu près tous les cas, il n'y a rien qui change pour le client. Là, quand vous dites qu'il faudrait peut-être appeler la compagnie, vous parlez d'AXA ou vous parlez de la mutuelle SSQ? Bien, tout dépendant si vous êtes en assurance de dommages ou en assurance de biens. En assurance de personnes ou en assurance de biens. Donc, si vous êtes en assurance de biens, alors là, vous allez appeler, par exemple, dans le cas d'AXA, c'est intact. Et si c'est en assurance de personnes, éventuellement, lorsque la fusion sera terminée... Là, donc, on appelle l'acquéreur et non pas le vendeur? Bien, normalement, ça va être plus facile d'appeler, dans le cas, par exemple, en ce moment, si vous appelez chez AXA ou Intact, on va vous donner toute l'information. Si le courtier ne peut pas vous donner cette information-là. Normalement, le courtier, c'est la première personne qui devrait être informée des tenants et aboutissements d'une fusion. C'est pour ça que vous étiez difficile à rejoindre récemment, parce que vous aviez beaucoup de réunions puis
de séances d'information comme ça, là, C'est sûr que lorsqu'une fusion... pour assurer une transition harmonieuse, évidemment. Exact. Quand c'est une grosse fusion comme ça, acquisition, c'est sûr qu'il y a des implications pour les employés et il y a évidemment plusieurs rencontres qui se font sur une période de temps donnée pour assurer cette transition-là. Parce que l'acquéreur, évidemment, lorsqu'il y a une fusion-acquisition, il acquiert des actifs, paye pour des actifs et il veut s'assurer qu'effectivement, la valeur intrinsèque de ce qu'il achète perdure dans le temps. Il n'en perdra pas 10-15 en route, là. Exact. Et d'ailleurs, il y a des clauses habituellement qui prévoient que si le vendeur, lui, n'est pas capable de transférer 80, 90, 95 des biens achetés par l'autre, bien là, lui, évidemment, il va avoir son prix de vente qui va diminuer en conséquence. Il y a sûrement des clauses. Évidemment, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je n'ai pas vu, évidemment, tous les détails de cette transaction-là, mais il y a sûrement des clauses qui protègent autant l'acquéreur que le vendeur, à savoir s'il y a des éléments qui sont, évidemment, je dirais, extraordinaires. Alors là, il y a sûrement des clauses qui protègent justement les deux parties là, en devenant des situations comme ça. Parce que dans le cas de M. Mathieu, Montrosco, c'était une entreprise relativement petite. Vous aviez peut-être 90-95 de votre clientèle ici au Québec. Donc, il y a moins d'impact, évidemment, que dans le cas d'une compagnie, une transaction de 2,6 milliards. C'est beaucoup d'argent, ça. Ouais, même pour des compagnies. Oui, nous autres, on était près d'1 milliard d'actifs. Mais c'est relativement petit. Oui, c'est relativement petit. Et là, moi, je parlais de prix de vente. Vous n'avez pas vendu ça pour 1 milliard, j'espère? J'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça pour vous aussi, mais vous ne seriez peut-être pas ici aujourd'hui. Peut-être pas. Ah, c'est bon. En fait, c'est ça. Donc, dans un cas de fusion et acquisition comme ça, évidemment, c'est un processus qui se fait sur une longue haleine. Hein? Ça peut prendre des mois là, avant que tout se règle. Et il ne faut pas oublier que dans un processus, dans une industrie qui est très réglementée, comme les services financiers au Québec, avant qu'une fusion-acquisition se concrétise, on doit avoir les approbations des autorités financières. Tout à fait. Donc, autant gouvernementales... Donc, ça se sait rapidement qu'il y a une transaction en cours. J'ai une autre question indiscrète pour vous. Est-ce que vous avez été maraudé? Parce qu'on m'a déjà dit des personnes, je dis, pourquoi tu as changé de compagnie? Ben c'est parce qu'on me faisait une proposition chez l'acquéreur, mais ça ne me convenait pas vraiment. Et là, bien évidemment, il y a 2 autres propositions qui me sont arrivées. Alors, j'ai regardé les 2 autres et j'en ai choisi une des 2 autres qui me convenait davantage. Je vous avais dit tout à l'heure au début de l'émission que le produit et la fonction à laquelle Sun Life vous destinait, c'est exactement ça que vous recherchiez. Bien, vous savez, dans l'industrie dans laquelle j'œuvre, des spécialistes dans le domaine dans lequel j'exerce, il n'y en a pas énormément au Québec. On est une poignée. Donc, c'est certain que, oui, effectivement, j'ai eu des discussions avec différentes entreprises et il s'est avéré que celle de Sun Life était l'offre qui convenait le plus à mes aspirations. À ce moment-ci de votre carrière. Exact, voilà. Et c'est des contrats à long terme, j'imagine? Bien, dans un cas comme dans l'autre? C'est pas nécessairement un contrat, c'est plutôt... donc, c'est une association qui, je l'espère bien, va durer le plus longtemps possible, évidemment. Oui, parce qu'on ne change pas de place comme ça pour s'amuser. Non, exactement, tout à fait. Il y a un paquet de troubles, c'est pas juste faire des nouvelles cartes d'affaires. Non. C'est de parler avec des dizaines ou des centaines ou des milliers de clients dans certains cas. C'est des décisions qui sont réfléchies, qui sont bien mûries, et dans mon cas... j'espère que le mariage va être pour le plus longtemps possible. Je vous le souhaite, mon fils. Merci beaucoup. En fait, c'est une compagnie extrêmement dynamique, c'est sûr. Oui, exactement. Et c'est ça fait partie du Big Five au Canada, là. Tout à fait. Sun Life fait partie d'une des 6 grandes banques. Vous êtes dans une des 5 plus grandes compagnies d'assurance. Je dirais dans les 2-3 plus grosses. Les autres étant, évidemment, Manuvie. Et le groupe Great West. Le Great West de Power Corporation. Exact. On gravite toujours dans les 3-4 premiers joueurs. L'autre, c'est l'Industriel Alliance, j'imagine. Oui. Qui est pas mal gros souci. On me dit que l'Industriel Alliance est en 5e position à peu près. Oui, on me dit aussi qu'il faut avoir une autre pause. Alors, on va faire encore une autre pause. Une chance qu'on a un agent de plateau ici. Je leur avais dit qu'ils étaient co-animateurs juste avant de commencer l'émission. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à intervenir. Alors, M. Mathieu, lui, s'est approprié le rôle d'agent de plateau. Merci beaucoup, donc, de surveiller, parce qu'il y a 2-3 personnes qui me font des signaux pour me dire il reste 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes. Mais j'ai les grosses lumières en plein visage aussi, puis c'est pas toujours facile à voir. Alors, donc, on va faire une dernière pause et on va revenir dans quelques instants pour le 4e et dernier bloc de cette émission d'aujourd'hui.
que vous verrez au cours des prochains jours et pendant très longtemps ensuite de ça sur le site Internet de TVRL. Dans quelques instants. Alors, nous voilà de retour en compagnie de M. Jean Mathieu, gestionnaire privé à la Banque nationale, et M. Jean Turcotte, avocat fiscaliste, directeur de la fiscalité et planification en assurance à la compagnie d'assurance Sun Life maintenant. Alors, les deux, au cours des derniers mois, ont changé d'affectation, ont changé d'entreprise à la suite de fusion-acquisition. Dans les deux cas, leur entreprise a été acquise par une autre. Et donc, ils se sont retrouvés avec une autre entreprise. Dans le cas de M. Turcotte, ça n'a pas été l'acheteur qui a attiré ses ferveurs, mais c'est plutôt la Sun Life, alors que lui, avant, était chez AXA, le groupe d'assurance AXA, un des plus gros au monde. La Sun Life, c'est une des plus grosses au Canada, l'autre, c'est un des plus gros au monde. Donc, le fait de changer de taille d'entreprise, est-ce que ça change quelque chose en termes de gamme de produits, en termes d'efforts de marketing, de publicité, etc.? Je vous dirais, en fait, ce qui arrive, c'est qu'AXA était très gros dans le monde, mais un petit joueur au Québec en assurance de personnes, alors que Sun Life est un joueur majeur au Canada et au Québec en assurance de personnes. Or, dans mes fonctions, évidemment, je retrouve beaucoup plus de possibilités avec la financière Sun Life, étant donné justement l'importance qu'elles ont dans le marché canadien. Or, le fait d'avoir un gros joueur mondial est intéressant. Cependant, si c'est un petit joueur sur le marché local, c'est plus difficile un peu. Alors, un peu plus difficile. Voilà que la différence avec Sun Life, c'est qu'étant un gros joueur au niveau canadien, alors la gamme de produits, la profondeur des services, justement, me permet justement d'offrir peut-être une gamme de services fiscaux un peu plus élaborés que je pouvais faire avec AXA. Alors, c'est ça la différence, en fait. Donc voilà les nuances importantes pour faire entre les deux, là. Mais est-ce que la mutuelle SSQ n'avait pas le même genre de produits et de services que la Sun Life? À ma connaissance, la mutuelle SSQ, elle était très développée dans l'assurance collective. Okay. Donc, les fonds de pension et les trucs. Nous, c'est surtout l'assurance individuelle, parce que quand on parle de planification, c'est assez rare qu'on va faire de la planification pour 125 employés d'une petite et moyenne entreprise. En fait, Sun Life fait beaucoup d'assurance collective, est un énorme joueur en assurance collective au Canada et au Québec. Cependant, moi, ma division, je travaille de façon beaucoup plus particulière avec l'assurance, ce que j'appelle des particuliers, et non dans le domaine collectif. Okay. Mais la financière fait effectivement les deux, là. Monsieur Mathieu, vous chérissez particulièrement, comme la plupart des conseillers financiers, des gros portefeuilles, parce que c'est pas beaucoup plus compliqué de gérer un portefeuille d'1 million que de gérer un portefeuille de 100 000 $. Sauf que c'est plus intéressant, il y a plus de stratégies qui peuvent s'offrir à ce moment-là. Exactement. Est-ce que le fait de passer à la Banque nationale, non seulement vous avez plus de gamme de produits plus large à offrir à vos clients, mais est-ce que les portefeuilles sont nécessairement plus gros pour autant? Oui, les portefeuilles sont plus gros. L'entrée des nouveaux portefeuilles est beaucoup plus volumineuse. Et je pourrais dire, je vais faire un petit commercial pour la Banque nationale, c'est que depuis au mois de juin, l'agence Bloomberg a analysé toutes les banques à travers le monde et a reconnu que la Banque nationale... On en avait parlé à ce moment-là ici. ...était la banque, au point de vue solidité financière... Numéro 1. En Amérique et 3e dans le monde. Et ça, pour les investisseurs canadiens, québécois ou même étrangers, ça a apporté, je pense, un afflux de capitaux là, nouveaux. Oui. Et disons que toutes les prévisions qu'on avait de budget ont été dépassées 1 ou 2 mois avant la fin. Et c'est la 6e par la table en termes d'actifs sous gestion et assez loin derrière la 4e et la 5e. Mais en termes de solidité, c'est la numéro 1 d'après cette étude de Bloomberg. Oui. Et Bloomberg, c'est la plus grande agence de presse au monde. C'est pas donc une agence d'ici qui serait à la solde d'une banque ou d'une institution plutôt que d'une autre. Oui. Alors donc, c'est quand même quelque chose d'assez important. Ça avait été surprenant, ça avait fait même les manchettes dans les journaux, parce qu'on se disait comment ça se fait que c'est la plus petite qui paraît la plus solide aux yeux de ces gens-là qui ont regardé un certain nombre de critères. Comment ça se fait que c'est pas la grosse Banque Royale qui est depuis 40 ans la numéro 1 au monde par la table. Donc, c'est pas nécessairement la plus grosse qui est la plus intéressante. Non, donc je pense que les aventures de la Banque Royale aux États-Unis pour acheter d'autres banques ou portions de banques,
c'est pas avéré aussi rentable et ça l'a... Qu'il l'avait espéré. Qu'il l'avait espéré, puis ça les a affaiblis financièrement. Tout le monde voyait la Royale comme numéro 1. Et finalement, ça s'est pas avéré de cette façon-là. C'est vrai que c'est la plus grosse, mais c'est pas nécessairement la plus rentable. C'est comme quand on regarde dans d'autres secteurs, par exemple dans le domaine de la distribution alimentaire. C'est sûr que l'Obla et ses filiales, c'est pas mal plus gros que Métro et ses filiales, mais Métro est plus rentable. Exact. Si vous regardez depuis une dizaine d'années, vous regardez les graphiques des deux distributeurs alimentaires. Et ça se reflète en bourse aussi. Ça se reflète en bourse aussi sur le prix de l'action. Alors donc, c'est pas nécessairement... Steinberg a déjà été énorme. C'était de loin le plus gros au Québec. Et même en Ontario, jusqu'à un certain point. Sauf que la compagnie a fini par faire faillite. Exact. Alors donc, c'est pas nécessairement la plus grosse qui est la plus solide et la plus rentable. Puis c'était la même chose pour... General Motors, General Motors avec Ford, nous avons une Chrysler qui est... Ford a passé à travers la crise. Sans besoin d'aide gouvernementale, tandis que les deux autres ont eu besoin d'aide gouvernementale et même de la loi de protection contre les créanciers. C'est ça. Sinon, elles ne seraient plus là. Puis là, elles ont des milliards de dollars à rembourser, bien entendu. Alors donc, M. Jean Mathieu, gestionnaire privé, maintenant à la Banque nationale, auparavant chez Montrosco Bolton. Alors, si vous vous rappelez de lui comme un gestionnaire de Montrosco Bolton, c'est le même homme. Il n'a pas changé. Il a simplement changé l'adresse de son bureau et changé, évidemment, sa gamme de produits, parce que quand on est associé avec une banque, on a une gamme de produits beaucoup plus large, évidemment. Oui, c'est ça. Et dans le cas de M. Turcotte, bien là, lui, il était avec AXA et maintenant, il est rendu avec la Sun Life. Parce que c'est la Sun Life qui a acheté la partie de portefeuille dans laquelle travaillait M. Turcotte. Pas tout à fait. En fait, Sun Life n'a rien à voir avec le deal d'AXA. C'est en fait, comme je vous disais... C'était la mutuelle SSQ. Exactement. Qui a acheté la division la division qui vous intéressait. Exact. Mais vous avez trouvé un défi plus intéressant en changeant de compagnie. Tout à fait. Alors, dans certains cas, les employés peuvent profiter de ces occasions-là pour changer de compagnie. Exact. On prend habituellement pour acquis une situation quand on est à quelque part depuis un certain nombre d'années. On se dit, je suis là pour 5 ans, pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans, et peut-être même jusqu'à la retraite. Et puis, à un moment donné, il arrive un phénomène comme ça, une fusion-acquisition. Eh bien, on se ramasse du jour au lendemain chez un autre employeur où on se fait dire que dans un mois ou deux, il va falloir qu'on déménage son bureau parce que les services et la division où on travaille s'en vont ailleurs. C'est pas seulement que dans l'alimentation qu'on entend des choses de même. Chez Provigo, par exemple, on sait qu'on fait des mises à pied actuellement. Alors, il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Les spécialistes en planification de carrière vont toujours vous dire ne regardez jamais plus que quelques mois devant vous, un trimestre ou deux maximum. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Ça peut être un accident, ça peut être une réorganisation de l'entreprise, ça peut être une fusion-acquisition, et que votre entreprise soit l'acquéreur ou la compagnie acquise, vous ne savez pas si vous allez être encore là dans quelques semaines ou dans quelques mois. Alors, il ne faut rien prendre pour acquis. Il faut toujours prendre ses précautions et s'assurer d'avoir des finances personnelles et familiales très saines et très solides, et d'accumuler le plus d'épargne possible, de sorte que s'il arrive des mésaventures comme ça, bien, vous ne serez pas complètement désarçonné. Vous allez être en mesure d'attendre encore un certain nombre de mois, le temps de trouver quelque chose de plus intéressant si on vous propose quelque part quelque chose qui vous intéresse moins que ce que vous attendiez. Alors donc, vous pouvez toujours nous faire parvenir vos questions aussi, bien entendu. On a parlé tout à l'heure de cette histoire dans la presse de la fin de semaine. Ça s'intitulait « Emmuré dans son rap après 71 ans ». Si vous songiez, par exemple, au moment de la retraite, je vais m'acheter un triplex, un quadriplex, et puis je suis un bon bricoleur, je vais retaper ça, puis je vais mettre de la valeur ajoutée sur la maison. Faites attention à vous. Si vous utilisez le rap, vous pouvez vous jouer un tour à ce moment-là. Il faudra en parler avec un planificateur financier ou un conseiller en planification qui vous dirait si c'est une bonne stratégie pour vous d'utiliser le régime d'accession à la propriété. Ça peut être bon pour beaucoup de personnes, mais pas nécessairement dans tous les cas et à toutes les armes. Alors faites attention à ça. C'est toujours mieux de s'informer avant plutôt qu'après. Et nous, ce qu'on essaie de faire ici, c'est de vous donner de la bonne information avant plutôt qu'après. Parce que vous pouvez toujours venir pleurer sur notre épaule aussi, mais on pourra juste vous dire comment faire pour ne pas recommencer la même erreur la prochaine fois. Alors donc, vous avez vu au bas de l'écran durant toute cette émission comment faire pour nous rejoindre éventuellement. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter notre adresse ou notre courriel ou quoi que ce soit, bien, vous pouvez toujours appeler
m'appeler personnellement au 514-931-0746, 514-931-0746. Vous laissez votre nom et votre numéro de téléphone parce que je ne suis pas toujours là à attendre des appels. Très souvent, je suis ailleurs quand ce n'est pas dans d'autres villes. Et en parlant d'autres villes, si vous communiquez avec moi, laissez votre nom, votre numéro de téléphone et s'il vous plaît, laissez le code régional pour pas que je sois obligé de me promener dans le 418, par exemple. Le 418, ça commence à être pas mal grand maintenant. Déjà, le 418, est-ce que c'est la couronne nord de Montréal ou la couronne sud? Alors donc, laissez votre code régional et non pas votre code postal. Il y a des gens qui m'appellent puis ils me laissent leur nom et leur code postal. Je n'ai pas le temps de vous écrire, je n'ai pas le temps de vous parler des fois au téléphone, je n'ai pas le temps. Mais je m'engage à vous rappeler dans les 2-3 jours qui vont suivre. Ça, c'est sûr. Mais en tout état de cause, essayez de me faciliter un peu la vie en me laissant votre code régional aussi. Le 819, il y en a en Abitibi de ça, il y en a en Estrie de ça, il y en a en Mauricie de ça. Et puis, il y en a encore peut-être dans 1 ou 2 places qui m'échappent pour l'instant. Donc, vous laissez votre numéro de téléphone en n'oubliant pas le code régional. Ça va grandement faciliter la communication. Et vous pouvez donc aussi appeler au 450-973-8005. Ça, c'est TVRL, Télévision régionale de Laval, où vous pouvez obtenir toutes les informations que vous voudrez pour communiquer avec nous et pour revoir certaines émissions que vous avez peut-être ratées et qui pourraient vous intéresser éventuellement. On avait un format un peu différent auparavant. Cette année, on a décidé de changer un peu le format parce que ça commençait à ressembler un peu à un show de chaise. Alors, quand vous envoyez vos questions par courriel ou par la poste, essayez d'être bref le plus possible. Votre vie est sans doute fort intéressante, mais je n'ai pas le temps de lire toutes les biographies qu'on m'adresse à l'occasion. Certaines semaines, j'en reçois 5, 6, 7, 8. Des gens me racontent, voici comment je suis arrivé dans la situation où je me trouve présentement. On peut-il aller au plus court? Alors, si vous laissez votre numéro de téléphone, on pourra peut-être régler ça. Et peut-être qu'il y a des informations qui seraient importantes à donner à nos spécialistes de cette semaine-là et que vous n'avez pas donné dans votre 3 pages et demie de biographie. Alors donc, 450-973-8005 ou alors le 514-931-0747. On me dit que là, c'est la fin de l'émission cette fois-ci. Alors avant qu'on me débranche, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et à la prochaine. Et je remercie évidemment quand même quelques secondes pour remercier M. Jean Mathieu, gestionnaire privé maintenant à la Banque nationale, et M. Jean Turcotte, avocat et fiscaliste et directeur de la fiscalité et de la planification en assurance, maintenant au groupe Sun Life. Donc, voilà pour cette semaine. Si vous avez besoin d'autres informations, vous savez comment nous rejoindre. Alors, j'attends de vos nouvelles. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et à la prochaine. Et merci bien entendu à l'équipe technique qui a fabriqué cette émission et qui a fait le montage final que je ne vois pas au moment où je vous parle, parce que moi, je fais, au moment de l'enregistrement de l'émission, je fais les enchaînements simplement maintenant dans la nouvelle formule. Merci beaucoup d'avoir été là et bonne fin de journée et à la prochaine. Au revoir, merci.